du coup, pour parler de comment ça va se passer un peu, évidemment, là, on a 1 heure et demie devant nous. On parlera jamais de tout le programme. Il est bien trop long. D'ailleurs, c'est le premier point quand même qu'on peut dire, hein, je pense. Qu'on soit d'accord ou pas avec le programme, etc., on peut reconnaître le fait qu'il y a beaucoup de boulot derrière, quoi. Là, il fait 158 pages, je crois. Euh, voilà, si ça vous intéresse, il coûte 3 € en librairie. Euh, et donc ça déjà c'est assez ouf, sachant que je pense qu'ils vont faire comme en 2017. En 2017 ils avaient fait une émission, je crois, qui avait duré au moins 8 heures, où ils décrivaient tout leur chiffrage en fait sur comment est-ce qu'ils vont arriver à financer leur programme, etc. Donc on peut au moins reconnaître le fait que qu'il y a du taf derrière, quoi. Et on me demande où est-ce que j'ai eu le programme. Bah, vous pouvez le trouver n'importe où, hein, vraiment partout. Alors moi, comment je l'ai eu, c'est un cadeau de ma belle maman, voilà. Donc merci belle maman, qui est une mélanchoniste convaincue. Merci à elle. Voilà. Et donc en gros, toi, en gros, là, les postures un peu qu'on a, c'est donc toi, t'es vraiment motivé, déter du programme et tout, t'es convaincu. Moi, je dois avouer que j'étais un peu plus sceptique de base. Bah, notamment parce que là on l'a vu un peu pendant la première partie de l'émission, sur certaines questions que je soulevais. Moi je me sens plus proche d'un courant marxiste, situé un peu plus à gauche que ce que fait Mélenchon à la France Insoumise. Mais je dois avouer que en lisant le programme, c'est c'est un peu moins réformiste que ce que je pensais initialement. Il y a quand même beaucoup de propositions de changement de société, quoi, qui sont assez conséquents. Donc voilà. Donc là, on a prévu, je vous dis un peu les chapitres qu'on a prévu de faire. On a prévu de parler du chapitre démocratie et institutions, du chapitre sûreté et justice, du chapitre plein emploi et du chapitre partage des richesses. Et après, on verra si on a le temps d'en faire d'autres. Mais voilà, déjà, ça fait déjà pas mal de choses. Toi, t'as le programme sous les yeux, Mehdi? Ouais, je suis prêt, je suis ready. Ok, ok. Voilà, alors là, le chat, ça part en privé de joke, là. Ok. Et ben, on peut se lancer si tu veux. Est-ce que tu veux juste. Enfin, comment on fait? Est-ce que je lis les articles et tu me dis ce que t'en penses? On fait comme ça, un truc comme ça? Yes, allez. Ou, alors après, clairement, on va pas commenter chacun des articles, il y en a énormément. Mais on s'arrête sur ceux qu'on trouve intéressants, peut-être, ou qui peuvent. Bon, comme tu veux, je sais pas si tu voulais aborder ça dans les grandes lignes, si tu Ouais, avais peut-être des points particuliers que tu voulais traiter. ouais. Moi, je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a des points, effectivement, où il faudrait peut-être un peu plus insister que d'autres, hein, Hmm. évidemment. Et il y a des points qui sont vraiment. Enfin, le programme est hyper bien rédigé, mais il y a des points qui, comme je t'en ai déjà fait part, auraient peut-être mérité d'être ailleurs. Notamment le chapitre Europe, qu'il a extensivement précisé aujourd'hui. J'ai pas pris connaissance de tout, mais on pourra en parler un peu plus en détail, parce que je pense que ça mérite d'en Ouais, parler avec la présidence française de l'UE. Et voilà. bah ça, je pense peut-être en faire en conclusion, mais on va voir en tout cas, Ouais, ok. On là-dessus. verra ça. Mais du coup, là, ce dont on peut commencer, c'est que donc sur le chapitre démocratie institution, c'est le premier chapitre du livre. Ouais. Le premier point, hein, c'est vraiment quand même un des trucs centraux, je pense. Et d'ailleurs, c'est toi, tu me l'as cité dès le début, comme à quel point c'était important à tes yeux. C'est réunir une assemblée constituante pour passer à la 6ème République. Du coup, toi en plus qui connais bien le droit, tout ça, est-ce que tu peux faire une explication courte, intuitive de qu'est-ce que ça veut dire juridiquement, qu'est-ce que ça représente, etc. quoi. Bon, en gros, pour remettre un peu du contexte historique dans la chose, il faut savoir que, si tu veux, la Ve République, elle a été fondée dans un contexte assez particulier. On était dans le contexte de la guerre d'Algérie. Et a été appelé le général de Gaulle afin de mettre un terme à la guerre. Il y avait également des menaces putschistes très importantes en France, une très forte instabilité institutionnelle.
qui n'était pas forcément la résultante uniquement de la Quatrième République, contrairement à ce qu'on peut penser. Quatrième République qui, elle, était beaucoup plus parlementariste, avec des pouvoirs donc du Parlement beaucoup plus importants que maintenant. Il y avait surtout voilà, ce contexte historique assez particulier. Donc on a fait un régime exceptionnel pour un homme exceptionnel, qui était le général de Gaulle, qui a eu droit à des pouvoirs beaucoup plus étendus qu'aucun autre dirigeant, à peu près d'aucune autre république. En tout cas, pas de la troisième ni de la quatrième. On a donc eu ce qu'on appelle un régime présidentialiste, avec un président qui a des possibilités de pouvoir extraordinaires en regard de la Constitution. À savoir que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Constitution, c'est le texte moteur de la vie politique, enfin, qui nous régit tous, en fait, qui est au sommet de la hiérarchie des normes, qui est tout en haut, si je devais faire une pyramide, et qui permet ensuite aux lois d'être appliquées en respect de cette Constitution, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, s'il y a une loi qui rentre pas dedans, elle est déclarée anti-constitutionnelle. C'est ça. En fait, c'est le texte qui nous régit tous. Il faut savoir que la Constitution, elle a été écrite un peu à la va-vite dans ce contexte-là, et qu'elle a été adoptée par référendum, avec un consensus un peu moisi, mais comme je le disais, dans ce contexte exceptionnel-là, il y avait déjà eu beaucoup de dénonciations à l'époque de la part de la gauche, et notamment du PCF, qui consistait à dire que c'était scandaleux, que c'était une appropriation des pouvoirs par le général de Gaulle, qu'on entrait dans un régime dictatorial. Et bien plus tard, enfin même pas beaucoup bien plus tard non plus, mais un livre, Le coup d'État permanent, qui a été rédigé par François Mitterrand, qui, lui, voulait justement faire une réforme institutionnelle importante et instaurer déjà à cette époque la Sixième République, mais qui a finalement repoussé indéfiniment l'échéance et qui ne l'a jamais fait. Mais en gros, voilà, les critiques qu'il y a aujourd'hui, c'est le fait que c'est une constitution qui donne trop de pouvoir au président, en gros, et pas assez à l'Assemblée nationale, quoi. En gros, enfin, pour résumer grossièrement, hein, c'est ça l'idée, quoi. Ouais, exactement. Puis il n'y a pas que ça, si tu veux. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites depuis la Constitution. Il y a eu par exemple le septennat. Enfin, on est passé du septennat au quinquennat, pardon. Avant, le président, il n'y a jamais eu beaucoup de périodes de cohabitation. Ce qu'on appelle une cohabitation, c'est une période où tu vas avoir un gouvernement et une Assemblée nationale qui va être différente du président élu, enfin du parti politique du président élu. Tu en as par exemple eu sous Jacques Chirac. Chirac avec Jospin, ouais. C'est ça exactement, qui était un exemple de cohabitation qui est quand même assez culte, j'allais dire pour nous, qui s'en est dans les années 90. Mais d'ailleurs, il y a un problème, enfin, excuse-moi, je te coupe, mais même dans ce genre de cas, il y a un problème, c'est-à-dire que quand vous avez une situation de cohabitation, en théorie, le président ne peut pas faire grand-chose. Mais en fait, il y a quand même, enfin, le gouvernement peut pas faire grand-chose si l'Assemblée l'en empêche, en théorie. Mais il y a quand même tout un tas de stratégies pour pouvoir quand même faire des choses. Ce qu'a fait par exemple le gouvernement par ordonnance, l'article 49.3 qui permet de se passer du vote du Parlement, etc. quoi. Alors, je te corrige rapidement, l'article 49.3... Oui, c'est par le Premier ministre, ouais. Et oui, voilà, c'est pas, en fait, c'est pas qu'il permet de se passer du Parlement, si le Parlement il est un peu frondeur. Si c'était le cas notamment, ça a été utilisé de façon assez dingue sous la mandature Hollande notamment, avec les ordonnances travail et tout ça, pour faire en sorte d'adopter la loi travail, alors que en fait, il n'y avait pas du tout de consensus au sein du PS. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des frondeurs à cette époque au sein du PS qui n'étaient pas forcément pour. Et pour éviter une dissolution de l'Assemblée nationale et donc la fin du Parti socialiste au sein de l'Assemblée nationale, il y a eu cette espèce de consensus mou qui s'est fait et qui a permis, enfin pas de consensus mou qui s'est fait, mais de 49.3, pardon, pour faire un passage en force de la chose sous la menace de la dissolution pleine et entière de l'Assemblée nationale. En fait, c'est vraiment l'arme atomique, le 49.3. Mais il faut quand même que tu aies un certain consensus politique, c'est pour éviter justement une instabilité institutionnelle dans une certaine mesure. Mais en fait, ce qui est, enfin, le président effectivement il garde beaucoup de pouvoir. Il y a déjà le président, par exemple, un truc tout bête, mais il y a 500 hauts postes de fonctionnaires dont il est directement responsable, des postes de préfet, de recteur. Il élit pas, il désigne le président du Conseil constitutionnel qui est censé quand même être le garant de la Constitution.
C'est quand même des postes qui sont hyper importants à l'échelle institutionnelle, en sachant que le Conseil constitutionnel, c'est le dernier ressort, j'allais dire, qui permet à une loi de ne pas être adoptée au regard de la Constitution. Et c'est une institution qui d'ailleurs est éminemment politique parce qu'elle est composée quasi exclusivement d'anciens présidents de la République. Voilà, le président actuel, c'est Laurent Fabius, c'est un ancien ministre. Il y a Valéry Giscard d'Estaing, on se demande bien à quoi il sert d'ailleurs. Par exemple, qui est au sein du Conseil constitutionnel. Mais enfin voilà, c'est quand même une instance qui est très discutable et qui est désignée enfin pas qui est pas désignée, mais dont les membres sont désignés en partie par le président de la République. Le président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aussi, qui est quand même pas rien en termes d'indépendance des médias et du service public. Enfin bref, voilà. Mais On va pas tout dire. c'est vrai que c'est énorme, et d'ailleurs, on peut quand même souligner le fait que, en fait, on se rend pas forcément compte quand on vit en France parce que ça nous paraît normal, mais rien qu'à l'échelle de l'Europe, il y a quasiment aucun régime présidentiel comme le nôtre, en fait. C'est quasiment que des régimes parlementaires ou des régimes semi-présidentiels avec des rôles du président qui sont nettement moins importants qu'en France. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a que à Malte, dans toute l'Union européenne, où il y a un régime qui s'apparente à peu près au nôtre, avec autant de pouvoirs conférés au président, en fait. J'ai pas étudié la constitution de ma thèse, mais c'est fort possible. En tout cas, dans nos cours de droit constitutionnel, ils nous enseignaient qu'on était vraiment à part sur l'échiquier politique, clairement. En tout cas, dans toute l'Europe, sur toutes les constitutions, je vais dire, de grands pays européens que j'ai pu étudier, on est vraiment à part. On a Et vraiment du un coup, régime. c'est vrai que ça pose un problème démocratique par rapport à des régimes parlementaires où du coup, c'est le Parlement qui va élire le Premier ministre, et donc le Premier ministre qui va un peu gérer la vie gouvernementale. Et donc pour ça, il faut arriver à obtenir une coalition au Parlement assez importante pour pouvoir être élu, en fait, en tant Oui, que mais Premier ministre. dans les faits, le système de scrutin permet, parce qu'il a été modifié considérablement par François Mitterrand aussi, il permet mécaniquement de faire que des candidats proches du pouvoir, en plus du quinquennat, hein, qui fait qu'en fait les élections législatives et présidentielles sont très proches, ça permet ces deux choses-là de faire mécaniquement que la couleur politique du président est la même que celle du Parlement. Ce Oui, qu'on retrouve avec La République En Marche. Je pense pas que La République En Marche elle aurait eu le même succès si 2 ans s'étaient écoulés. Voilà, si entre-temps il y avait les Gilets jaunes et que le président avait gouverné par décret. Donc, je sais pas. c'est clair. Mais non, mais c'est sûr que là, il y a aussi une spécificité, c'est que nous, on a les élections législatives à peine un mois ou deux, genre je crois que c'est 2 mois après les élections présidentielles. Donc en fait, le truc, c'est que au moment où le président a été élu, enfin au moment où les législatives se passent, le président a encore eu le temps de rien faire. Donc il est généralement un de ses pics de popularité, puisqu'il est auréolé par son résultat électoral. Il a encore eu Ouais, le temps de complètement. décevoir personne, de mettre en rang une personne. Et donc généralement, les gens vont voter comment dire, en proportionnellement aux élections présidentielles, donc c'est-à-dire que c'est le parti du président qui va gagner la majorité des sièges à l'Assemblée, et donc du coup après derrière il va pouvoir faire ce qu'il veut, quoi. C'est un petit Ouais, peu ça c'est ça. le truc. Totalement. Et Et ça c'est quand même vachement à part, j'allais dire, sur l'échiquier politique. Mais bon, au-delà de ça, si je peux juste revenir là-dessus, le truc, c'est que, bon, voilà, il y a aussi un problème avec l'état d'urgence. J'en parle parce qu'en fait, c'est à l'origine une mesure qui est constitutionnellement limitée dans le temps. C'est maintenant entré en droit commun. Il y a le fait que le gouvernement a passé toute sa crise sanitaire à gouverner principalement à travers le biais du Conseil de défense, ce qui est quand même assez particulier. Il y a le fait qu'on soit en guerre depuis 7 ans au Mali, sans alors que le Parlement n'ait rien à dire par rapport à ça. pour juste C'est une initiative. Oui, pardon, vas-y. excuse-moi, ouais, pour pas se perdre et qu'on en revienne du coup au programme. Alors du coup, ce dont tu parles sur la question de l'état d'urgence permanent là, alors je sais plus où, mais dans le programme est affiché le fait, oula merde, le fait de vouloir en sortir. Pardon, j'ai perdu mes écouteurs en cours de route. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le cas. Et donc pour parler du coup de l'Assemblée constituante, de la 6ème République, etc., je prends juste une minute pour lire du coup les 2-3 points qui sont écrits là-dessus. Donc du coup, dans l'avenir en commun,
est proposé le fait de convoquer un référendum en utilisant l'article 11 pour engager le processus constituant et décider des modalités de composition de l'Assemblée constituante, donc c'est-à-dire le mode de scrutin, le type de parité, est-ce qu'il y a tirage au sort ou pas, quelles sont les modalités de délibération, etc., etc. Est-ce qu'il y a une participation citoyenne ou pas. Et donc ça, il propose de le voter, enfin de le faire voter en tant que référendum, dans un premier temps. Donc il est précisé que dans l'Assemblée constituante, donc les gens qui vont rédiger la nouvelle constitution de la 6ème République, il n'y aura aucun parlementaire qui vient d'une ancienne assemblée. Donc il ne pourra pas avoir des gens qui ont déjà été députés ou des gens qui ont déjà été sénateurs, par exemple, dans cette assemblée-là. Et les gens, donc les délégués de l'Assemblée constituante, les personnes qui vont rédiger cette constituante, ne pourront pas être candidats aux élections suivantes. Donc en fait, oui. C'est la seule responsabilité politique qu'ils pourront exercer. Voilà. Ça, c'est un truc qui est précisé. Et en fait, dans l'idée que propose Mélenchon, et enfin dans l'Avenir en commun, il part du principe qu'on va accorder 2 ans à l'Assemblée constituante pour rédiger un projet de constitution. Et au bout de 2 ans, ce projet sera soumis au référendum à tous les Françaises et les Français qui ont le droit de voter. Mmh. Et au bout de ces 2 ans, si les gens votent oui, la constitution est adoptée. Et s'ils votent non, la constituante reprend ses travaux jusqu'à reproposer une nouvelle version en espérant que cette fois-ci elle soit adoptée. En gros, ça se passe comme ça. Et Mélenchon a précisé du coup que lui, s'il est élu, il sera quand même président pendant cette constituante. Et donc, peut-être qu'il aura même pas, il pourra pas mener son mandat jusqu'au bout, parce que peut-être qu'au bout de 2 ans, quand le référendum va être voté et que l'Assemblée, la Constitution va être adoptée, peut-être que la nouvelle Constitution prévoit qu'il y ait un nouveau président, ou qu'il n'y ait plus de président, ou qu'il y ait quelque chose d'autre, en tout cas, qui fait que lui, aura gouverné en tout et pour tout que 2 ans. C'est une possibilité. Ouais. Et si la Constitution le permet, lui voudra aller au bout de son mandat et faire ses 5 ans, et il dit qu'il ne se représentera pas. En tout cas, lui, c'est comment il présente les choses. Voilà. En gros. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, ou ça va ? Non, je sais juste qu'il y a des échéances qui sont à peu près précises. Je pense qu'il y a une symbolique dans le fait qu'il veut convoquer la constituante le 14 juillet. À part ça, bon, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Mais c'est intéressant parce que ne serait-ce qu'en termes de mode d'élection du scrutin, on a beaucoup parlé, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, de tirage au sort pour l'élection partielle de l'Assemblée constituante, à savoir que quand tu prends l'exemple irlandais, il y a eu, je crois, un tiers de l'Assemblée qui avait... je sais plus si c'était un tiers ou 2 tiers, mais bref, une partie de l'Assemblée en Irlande, en tout cas, qui a été tirée au sort, et l'autre qui était une Assemblée élue. Uniquement pour le mandat de la constituante et ça a permis justement de faire émerger des idées politiques assez nouvelles, et je pense que le seul mérite de Macron, et je dis bien le seul mérite qu'il a eu sur toute sa mandature, c'est d'avoir fait la convention citoyenne, ce qui a permis de se rendre compte que le tirage au sort, ça peut faire des trucs hyper bien. La convention citoyenne pour le climat, c'est ça? Ouais, la convention citoyenne pour le climat, ouais, c'est ça. Ce qui a permis quand même de tirer au sort 150 personnes qui venaient de nulle part et qui se sont mis à discuter dans un cadre démocratique serein de questions hyper importantes par rapport à notre futur écologique. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de ces personnes aujourd'hui dans des mouvements avec lesquels le programme a été actualisé, tu vois. Donc ça sort pas de nulle part non plus. Ouais, mais non. Oui, pardon. Il y a plusieurs. Alors là, j'ai plus de titres en tête, mais il y a plusieurs livres en tout cas qui sont sortis, qui ont suivi différentes expériences de tirage au sort, parce que là, ça a été vraiment beaucoup médiatisé, mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des comités
alors consultatif qui soit tiré au sort parmi les gens. Donc on tire des gens au hasard, on les fait travailler sur un sujet avec des experts quand même qui sont là pour leur donner de la matière, etc. Et il en sort souvent des propositions hyper intéressantes en termes d'intelligence collective, etc. Le problème, c'est que souvent ces expériences-là sont à titre consultatif, c'est-à-dire que en fait les gens qui sont au pouvoir se donnent le droit de les appliquer ou non, en fait, quoi. Et d'ailleurs, là d'ailleurs dans le chat on nous dit après les résultats, la convention citoyenne ont été peu suivis. Non, j'ai l'impression que c'était surtout pour faire joli, ce que quelqu'un dit. Et c'est vrai qu'il y a certaines propositions de la convention citoyenne par le climat qui n'ont pas été retenues, quoi. Notamment celles qui étaient les plus radicales peut-être, quoi. Oui, c'est pour ça que je dis bien que c'est son seul mérite, c'est d'avoir mis en place l'idée d'une véritable assemblée qui a été mise en place par... En fait, c'est la première fois qu'on voit une assemblée tirée au sort sous la 5e qui, même si elle n'avait aucune légitimité d'un point de vue... comment dire... elle pouvait pas mettre en place de loi ou quoi que ce soit, elle avait au moins le pouvoir de mettre des recommandations. Je dis bien que c'est son seul mérite, parce que de toute façon, il n'y a rien écouté, comme d'habitude. Comme il fait cette impression de gouverner en tant que dictateur. C'était une forme de communication, quoi, aussi. Oui, c'est ça. Et après, je voulais juste rajouter ce point, c'est qu'en fait... Après, vite, parce qu'il faut qu'on avance un peu, désolé, mais... Ça n'empêche pas, non, bien sûr, ça n'empêche pas de pouvoir adopter des points dans la Constitution et de suggérer en parallèle des points qui devraient être constitutionnalisés. On pensait notamment à constitutionnaliser l'IVG au sein de la Constitution, à constitutionnaliser le droit de disposer de soi et le droit de mourir de façon digne, notamment avec un droit d'être assisté dans sa mort, notamment, sur le modèle de ce qui est fait en Suisse, et de constitutionnaliser également, pourquoi pas, le droit de citoyenneté au sein de l'entreprise, pour permettre d'insuffler, j'allais dire, quelque chose de nouveau aussi au niveau constitutionnel, proposer la règle verte. Ça n'empêche pas non plus au pouvoir de faire directement des propositions en la matière. Bah justement, on va passer à ça, parce que donc, en fait, juste pour dire là-dessus, en fait, tout ça reste flou, c'est-à-dire qu'il y a cette proposition qui est faite, mais on ne sait pas concrètement quelle constitution va être rédigée, est-ce qu'elle va être adoptée ou non. Donc là-dessus, tout reste hypothétique, mine de rien. On se doute qu'aujourd'hui il y a un appel global dans la société à un fonctionnement plus démocratique, moins vertical, avec moins de concentration du pouvoir, donc probablement il va sortir ça de cette expérience-là, mais on ne sait pas trop. Par contre, il y a des propositions qui sont faites pour réformer les institutions qui ne passent pas par ce processus parlementaire, par ce processus constitutionnel, pardon, qui sont des lois en fait, tout simplement. Et donc du coup là, je vais peut-être en donner quelques-unes. Je me permets juste de te corriger rapidement. Je peux pas te laisser dire que c'est flou, c'est pas vrai. C'est quand même quelque chose qui est hyper théorisé et pensé. Il y a de véritables programmes d'action qui sont menés par rapport à la conquête du pouvoir par rapport à ça. Et c'est quand même l'idée centrale du programme que de faire la 6ème République. Oui, mais simplement je dis c'est flou dans le sens où on ne sait pas qui va faire partie de cette assemblée constituante et on ne sait pas à l'avance quels articles ils vont rédiger et on ne sait pas si on ne sait pas si les gens vont voter pour. C'est ça dans lequel je dis c'est flou, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va résulter de ce processus à la fin en fait. Je vois. C'est dans ce sens-là. On est sûr de rien, tu vois. Non, bien sûr. Ce dont on est sûr, c'est ce qu'il y a écrit dans le programme en termes d'engagement. On va voir s'ils le respectent. Et notamment, donc, il y a des lois qui vont être proposées, au vote, que je trouve intéressantes. Par exemple, celle-là, et l'élection de l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel départemental. Peut-être tu peux expliquer ce que ça changerait fondamentalement. Enfin, est-ce que tu penses que toi, c'est quelque chose de plus démocratique que de passer par un scrutin proportionnel, par exemple, et qu'est-ce que c'est qu'un scrutin proportionnel ? Tu me demandes de définir pas mal de trucs d'un coup. Si tu me demandes ce qu'est un scrutin proportionnel, en gros, c'est un mode de scrutin qui permet de désigner non pas indirectement des personnes, mais de désigner, des personnes qui sont issues d'un corps électoral directement. En fait, si tu veux, tu vas voter pour une personne et en même temps pour un parti. Et non pas uniquement pour une personne. C'est pas comme un scrutin uninominal où tu vas voter uniquement pour ton président de la République, mais tu ne votes pas pour son parti, tu votes pour la personne du président de la République. Dans un scrutin proportionnel,
tu vas voter pour la personne, mais avant tout pour le parti. Ce qui veut dire que, par exemple, c'est le cas aux élections européennes, tu vas voter pour X parlementaire de la France Insoumise. Il y a une liste en fait. Oui, voilà, pour X liste de la France Insoumise. En fonction du nombre de personnes qui auront voté pour cette liste-là, va en ressortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui vont finalement être retenus au sein de l'Assemblée en question. Voilà, j'essaie de résumer un peu trivialement ça, mais... Ouais, en gros, on donne des chiffres complètement faux, mais imaginons qu'ils fassent constituer une liste de 100 candidats, tu fais ta liste de 100 candidats, et si tu obtiens, disons, 22% des votes, et ben les 22 premiers candidats de ta liste seront élus. Mais tu votes pas directement Exactement. pour le nom d'un candidat, tu votes pour la liste qu'un parti a proposée à l'élection, quoi. C'est ça, exactement. Et l'autre truc que je trouve intéressant, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça chouette parce que le scrutin proportionnel, en fait, ça fonctionne sur un seul tour. Il y a un seul tour de vote, il n'y a pas deux tours. Et le problème, moi je trouve, du vote à deux tours, c'est que, c'est-à-dire qu'en fait, les petits partis, qui représentent quand même quelques pourcents du corps électoral, n'attiennent quasiment jamais le deuxième tour, et donc en fait sont purement et simplement balayés des instances de représentation et des instances de décision en fait. Alors que voilà, un petit parti qui ferait 5% aujourd'hui au premier tour, et il aurait 5% d'élus qui pourraient quand même peser dans les débats parlementaires, etc. quoi. Oui, Et ça évite l'appel au barrage, au vote utile, etc. aussi. Oui, complètement, complètement, je suis entièrement d'accord. Ça permet, je pense, d'avoir une représentativité beaucoup plus importante au sein du corps électoral, d'avoir des partis beaucoup plus... Enfin, bon, après, j'allais dire que la critique, si je me fais avocat du diable dans cette histoire, c'est qu'on pourrait dire, ah, mais du coup, ça fait une instabilité institutionnelle beaucoup plus importante, dans la mesure où c'est un jeu de coalition. Et c'est pas faux non plus, hein. Quand tu vois ce qui se passe, par exemple, en Italie à ce niveau-là, je peux te dire que les coalitions sont beaucoup plus importantes et que, par conséquent, les pouvoirs sont... à même de s'émietter beaucoup plus vite et que tout repose sur des coalitions parfois assez exsangues pour gouverner, tu vois. Tandis que c'est moins le cas dans un régime comme le nôtre où il y a un semblant de stabilité institutionnelle, même si c'est pas forcément vrai. Si je reviens à ce que je disais avec ma propre opinion là-dessus, parce qu'en fait, on voit que les gouvernements changent tout le temps. Et que la stabilité institutionnelle n'existe pas vraiment tant que ça non plus. Mais oui, moi je pense que c'est hyper intéressant et que ça apporte beaucoup plus j'allais dire, de démocratie directe à proprement parler au sein du système représentatif. Même si, bon, pour moi, la démocratie représentative et pas la démocratie directe, ça lui apporte plus de contenu démocratique. Ouais, faut qu'on avance un petit peu, sinon on n'aura pas le temps d'aborder les autres thèmes. Alors tu me diras s'il y a un point précis sur lequel tu as envie de revenir parce que ça te semble important de préciser des trucs ou que tu as envie de défendre un point spécifiquement. Mais là je vais juste lire une petite liste quand même juste de points sans forcément tous les commenter, mais juste pour donner aussi une idée de ce qu'il y a pour les gens qui n'ont pas le programme, qui n'ont pas l'envie ou le temps de l'acheter, qu'ils aient quand même 2-3 trucs en tête quoi. Notamment là dans ce chapitre il y a une partie sur balayer, ils appellent ça balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste, et en mesure clé, ils disent mettre en place un plan de séparation de l'argent et de l'État. Donc je vous lis quelques propositions qui sont mises là-dedans. Donc on a combattre l'influence des lobbies dans le débat parlementaire, interdire l'entrée du Parlement aux lobbyistes et leurs cadeaux aux parlementaires, aux membres du gouvernement et à leur cabinet. On a rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption, durcir les règles contre les conflits d'intérêts et interdire le pantouflage. Tout haut fonctionnaire souhaitant travailler dans le privé devra démissionner de la fonction publique et rembourser le prix de sa formation s'il n'a pas servi au moins 10 ans. Donc c'est pour éviter qu'on passe de l'un à l'autre en gros. On a aussi... Oui, pardon. Non, pardon, je voulais juste préciser que la plupart des propositions qui sont faites là-dessus, c'est des propositions qui ont été faites avec l'aval et le soutien de Anticor, notamment. Ouais. Qui est quand même la plus grosse asso en la matière, qui poursuit des représentants publics, qui s'occupe de lutte contre la corruption et pantouflage au sein du secteur public. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement.
J'en rajoute quelques-unes. Et puis après, si tu as envie d'en revenir sur une, tu me diras. On a allongé à 10 ans les périodes d'interdiction d'exercice d'une fonction privée après avoir exercé une activité dans la fonction publique relative au même secteur. On a garantir des recrutements qui reflètent la diversité sociologique de la société dans les concours de la fonction publique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mettre fin au monopole de la parole des patrons par le MEDEF et fonder la représentativité des organisations patronales sur la base d'élections de chefs d'entreprise, comme c'est le cas pour les syndicats de salariés. Bon, ça, je suis pas convaincu que ça change grand-chose, mais... Organiser l'élection des administrateurs de la sécurité sociale par les assurés eux-mêmes. Réformer le financement de la vie politique et abaisser à 200 € le plafond des dons individuels aux partis politiques. On a abolir la réforme Macron du corps préfectoral et diplomatique et cesser de sous-traiter et de surfacturer la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques à des cabinets de conseil privés. Donc là, en gros, tout un tas de points qui sont, comme tu disais, pour éviter la corruption, mais aussi pour éviter les liens entre le privé et le public. C'est vrai que ça se voit de plus en plus des gens qui commencent leur carrière, par exemple dans le privé, qui ont un poste dans une boîte, qui vont obtenir un poste de responsabilité politique et qui vont faire des politiques qui vont être à l'avantage des entreprises dans lesquelles ils évoluaient avant. Et puis ensuite, ils vont retourner plus tard bosser dans ces entreprises-là. Voilà, faire un peu un yo-yo comme ça, quoi. Oui, complètement. D'autant plus que sous la mandature Macron, ça a quand même pris des proportions incroyables. Hein. Le pantouflage, par exemple. Il y a beaucoup d'observateurs qui estiment que ça a pris une ampleur inédite sous la mandature Macron. Bon, déjà, je pense qu'on peut voir que, ne serait-ce qu'en termes de... juste pour faire le constat rapide de ce qui s'est passé, de ce qui se passe de façon générale, on a par exemple des politiques aujourd'hui, voire d'anciens présidents de la République ou Premier ministre, t'as par exemple Nicolas Sarkozy, ou Bernard Cazeneuve, ou François Fillon qui monnaient leurs services auprès de prestataires privés, à des contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui siègent à des conseils d'administration, de grandes compagnies d'investissement, alors que ces personnes-là sont censées... ont des contacts et des réseaux relationnels qui sont quand même extrêmement sensibles. Ça pose des problèmes aussi en termes de sécurité de l'État, ça pose des problèmes en termes de déontologie de corruption, mais aussi en termes de sécurité de l'État, et ça favorise une défiance à l'égard du politique et une défiance à l'égard de la représentativité de façon générale, qui pour moi est totalement justifiée. Après, tu vois, je pense que c'est bien je pense que les propositions pour ça sont hyper pertinentes, dans la mesure où elles touchent le problème de façon concrète. Et il y avait aussi l'idée de réformer notamment ça a été souligné ça a beaucoup été souligné au départ dans l'élaboration du programme, de plafonner pour éviter le pantouflage notamment des politiques, de plafonner les dons qui sont faits aux politiques. Oui. Quand tu vois Macron, il a principalement été financé dans sa campagne par des personnes qui avaient du flou, faut le dire. Et donner des dons de 6000 balles, je crois, c'est ça le max. 8 000 €. C'est 8 000 le max. Okay. Ouais, c'est 8 000 le max. Le maximum, c'est 8 000 €. Et il a énormément été financé par des dons à hauteur de 8 000 € au début de sa campagne. Des dons de grands patrons, etc. Ce qui lui a permis, du coup, de pouvoir avoir des fonds beaucoup plus importants que n'importe quel autre candidat. Sauf que forcément, quand tu as un patron qui te fait un don de 8 000 €, tu es beaucoup plus tenté de l'écouter dans la direction de ta campagne par rapport aux propositions que tu vas donner et orienter que par rapport à un don de 200 €. C'est pour ça d'ailleurs que Bernie Sanders aux États-Unis a été le premier à lancer la mode et à dire qu'il refusait les dons au-dessus de $100. Ce que Mélenchon a directement repris avec les dons à 200 €, en sachant que la moyenne de dons qui sont faites à l'Union populaire, c'est 20 €. C'est pas énorme, mais voilà. Ouais, pardon, vas-y, finis. Ouais, je pense pas qu'on va passer 8 ans là-dessus, mais je pense que c'est nécessaire pour garantir de la sérénité et de la tranquillité publique, et je pense qu'on en a besoin parce qu'on a vraiment un problème de corruption endémique dans le secteur public. Au pire de corruption, au mieux de pantouflage, quoi. Ouais, je suis d'accord. Excuse-moi. Juste, je voudrais, je vais faire un peu le mec chiant pour rajouter pour moi les manques qu'il y aurait dans les propositions, et tu me dis ce que t'en penses peut-être.
Là, tout ce qui est dit est intéressant, tout ce qui est soulevé est intéressant, et je trouve quand même qu'il y a un point qui manque, tu vois, selon moi, au tout début de l'émission, c'est toi-même qui l'as abordé, le fait qu'il y ait très peu de diversité sociale, par exemple à l'Assemblée nationale, etc. Qu'en gros, il y a que des bourgeois, quasiment. Et en fait, là, moi, je vois rien dans ce qui est proposé pour éviter ce genre de choses-là. En fait, il y a un point que j'ai lu tout à l'heure qui était garantir des recrutements qui reflètent la diversité sociologique de la société dans les concours de la fonction publique. Donc en gros, ça, ce serait pour les gens qui font des concours pour être hauts fonctionnaires, en gros fonctionnaires ou hauts fonctionnaires, quoi, en gros dans l'idée. Mais concernant les élus, par exemple, tu vois, à l'Assemblée nationale maintenant, il y a une loi qui est mise en place pour demander aux partis politiques de mettre en place des quotas hommes-femmes dans les candidats qui présentent. Et les partis qui respectent pas ces quotas subissent des sanctions financières. Alors il y a toujours un moyen de contourner, c'est-à-dire que vous pouvez présenter les candidats hommes dans les circonscriptions, vous avez plus de chances de gagner, et donc vous allez avoir quand même plus d'hommes représentés. Mais globalement, ça a amené sur la dernière élection législative de 2017 beaucoup plus de femmes. Et moi, je trouverais ça intéressant qu'il y ait un quota sociologique, entre guillemets, qui peut être basé sur les revenus des dernières années, par exemple, ou sur les professions, etc., des gens, pour qu'on ait un peu de diversité sociologique à l'Assemblée. Voilà, et je sais pas ce que t'en penses de ça. Je sais pas quoi en penser, écoute. J'ai Est-ce que pas c'est de la étudié, démagogie selon toi, ce que certains peuvent dire? Non, je sais, non, ton propos est intéressant. Je l'ai pas étudié plus que ça, pour être honnête avec toi. Je sais que le poste, enfin, que la désignation sociologique de personnes pour le concours à la fonction publique est quelque chose qui est donné dans le programme, comme tu l'as dit, et qui pour moi est essentiel afin de permettre du renouvellement déjà au sein de la haute fonction publique. Dans la mesure où on est quand même un pays qui a des administrations extrêmement puissantes et des hauts fonctionnaires extrêmement puissants dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit à la Cour des comptes, dans la magistrature et ainsi de suite. Je pense que déjà là, il y a un gros problème à régler. En termes de représentativité politique, je sais pas. Je sais pas parce que je pense que si tu prémanes, comme je le disais déjà, des seuils pour abaisser drastiquement le financement de certains partis politiques, c'est déjà quelque chose qui permet peut-être de faire en sorte de niveler les candidats vers plus d'égalité dans la mesure où on atteindra des personnes, comment dire, où les personnes qui auront le plus de visibilité mécaniquement seront autant les personnes les plus riches que les personnes, j'allais dire, de classe un peu plus modeste. Après, on en parlait au tout début, il y a la question de la représentativité et du temps consacré à la politique. Moi, comme je te disais, je suis clairement pour qu'il soit possible de faire une césure dans ta vie afin de pouvoir prétendre à un mandat politique quel qu'il soit, un mandat de maire par exemple, ou un mandat quelconque. Après, je sais pas si c'est une solution miracle. En tout cas, c'est pas abordé directement, il me semble, dans le programme, à moins que je me trompe. Non, c'est pas le cas. Enfin, mais oui, enfin moi non plus je l'ai pas vu, tu vois. Après voilà, c'est pour ça que je te disais que je me trompe. Mais je connais pas sur le bout des doigts depuis. Enfin, l'actuel programme, je le connais moins sur le bout des doigts que celui de 2017. Mais en tout cas, moi c'est quelque chose pour lequel je militerais en tout cas personnellement. J'aimerais bien qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus complètement. Et ouais, juste pour souligner aussi une petite différence par exemple, pour voir, il y a deux propositions sur ce champ-là que porte le NPA par exemple et que porte pas la France Insoumise, notamment le fait d'instaurer un mandat unique, c'est-à-dire que vous pouvez... y a pas, la France Insoumise ne propose pas ça, donc c'est-à-dire le mandat unique, c'est-à-dire vous faites une seule fois, vous exercez une seule fois une responsabilité d'élu politique, que ce soit maire, député, sénateur, sénatrice, enfin bref, etc. Et il y a aussi un point que porte le NPA que je trouve intéressant, qui est de mettre l'indemnisation, enfin le salaire par exemple des élus, des parlementaires, au même niveau que le revenu moyen en France, quoi.
Sous-entendu, ça motivera peut-être davantage à faire monter le niveau économique des salaires, enfin le niveau des salaires, si le tien est directement impacté pendant ta mandature, quoi. Voilà, ça c'est des points par exemple que porte pas la France Insoumise et que porte un parti comme le Pardon, NPA. est-ce que tu peux simplement répéter ton deuxième point? J'ai mal entendu. Oui, en gros, le NPA propose en fait que le salaire des parlementaires soit le Oui. même que le salaire moyen en France. En gros. D'accord, oui, je vois. Ou le salaire médian peut-être, je ne sais plus, en tout cas un des deux. Et l'idée qui arrive derrière, c'est de dire, bah, si c'est le cas, ils seront plus motivés à augmenter, à faire en sorte que les salaires augmentent, parce que le sien, pardon, sera directement, le leur sera directement impacté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, bien sûr, Voilà. j'avais entendu cet argument. Ouais, écoute, bon, pour te répondre Attends, le premier point que tu avais souligné, c'était quoi? C'était le mandat unique. Ok, le mandat unique. Je sais pas trop quoi en penser là non plus. Le truc, c'est qu'effectivement, comme on l'avait dit au tout début de la discussion, le truc, c'est que on est dans une professionnalisation du cursus politique. Et là, on n'est pas dans la cinquième. Là, on en a besoin là tout de suite maintenant. Mhm. On a besoin d'avoir, dans tous les cas, pas beaucoup de députés qui sont pro au sein de la FI. Par exemple, on a besoin d'avoir des gens qui ont un minimum d'expérience politique au sein d'institutions qui sont conçus pour avoir des personnes qui demandent des personnes avec de l'expérience politique. C'est malheureusement le cas là tout de suite au sein de la cinquième. Et ça ne me dérange pas que quelqu'un qui a fait du bon boulot lors de son premier mandat soit réélu. Moi, ça me pose aucun problème. Je vois pas pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'être réélu. Après, peut-être que par contre, ses mandats devraient être limités dans le temps. Tu vois, peut-être qu'il ne devrait pas avoir plus de 2-3 mandats. Tu vois, si par exemple il a une application. Je ne sais pas si par exemple c'est quelqu'un qui porte un projet particulier au sein de commissions législatives, etc. Et que c'est pas censé durer plus de 2 mandats. Il faudrait que ça puisse s'arrêter au bout de 2. Enfin, que ça, qui justifie en fait le fait de faire un autre mandat, tu vois, de façon impérative. Ouais. Mais là, ça poussera encore à des dérives, tu vois. Donc peut-être qu'il faudrait une limitation des mandats dans le temps, mais de là à limiter la chose sur un mandat, je sais pas. J'ai pas étudié ça plus que ça. Je trouve que c'est un peu une mesure de. Enfin, je dirais pas démago, tu vois, mais je trouve qu'on prend pas le truc par le bon bout, quoi. Ok. On avance un peu. Je finis sur. Enfin, je te parle encore de 2-3 trucs et après on change de chapitre si ça te va. On parle de justice et tout ça. À moins que toi tu aies envie de porter un point particulier là sur le chapitre démocratie institution. Je te laisse si tu as envie. Sinon, Je sais pas. Pour moi, il y avait les médias qui avaient toute leur importance parce qu'en fait, on peut pas faire la constituante sans penser aux médias. D'accord, ça me va. On peut parler de ça. Vas-y. Et rapidement, hein, tu vois, ouais. mais je trouvais que les propositions en termes de presse étaient hyper intéressantes parce qu'en fait, moi, c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé. Si on fait une constituante, quel va être l'impact des médias au sein de la constituante, l'impact de médias qui sont possédés par des super riches, par exemple, et sans ligne éditoriale véritablement indépendante. On voit aujourd'hui qu'il y a des rachats qui sont faits par Bolloré de grands médias ou des tentatives de rachat. Un coup, il va avoir M6, un coup, il va pas l'avoir, un coup, il a Canal, un coup, il a CNews, etc. Et ça pose véritablement un problème en termes de diffusion de l'information et de sérénité des débats démocratiques. On voit à travers l'hystérisation des débats sur l'immigration, l'islam et ainsi de suite. Et moi, tu vois, je trouvais par exemple que les propositions qui portaient en termes de loi anti-concentration dans les médias, pour empêcher que justement un groupe de presse possède trop de médias ou qu'une personne possède trop de médias, les propositions qu'ils faisaient par rapport aux garanties d'indépendance que devraient avoir les médias, avec la possibilité de notamment avoir des conseils qui soient véritablement indépendants et qui aient des pouvoirs de sanction à l'égard de leurs pairs et non pas uniquement d'avis. Ça pourrait être hyper intéressant. Je prends un exemple tout con, tu vois, mais ça me rappelle une fois où il y a eu Juan Branco qui avait fait un débat, qui avait été invité par Apolline de Malherbe. Ouais. Sur l'affaire Pietro Pavlovski. Oui. C'était ce ressortissant russe qui avait demandé le droit d'asile et tout ça. En France et qui a diffusé du contenu à caractère pornographique sur je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs,
sur cet ancien candidat à la mairie. Ouais. Benjamin Griveaux, voilà, ouais. Griveaux. Et ça a fait scandale et tout ça. Et la journaliste, Apolline de Malherbe, m'a dit qu'elle sentait, si tu veux, que c'était orchestré, en gros, par lui, tu vois, en disant que plus elle l'écoutait, plus elle avait le sentiment que c'est lui qui était derrière tout. Et ça fait scandale, tu vois. Il y a eu beaucoup de polémiques qui ont été dites par rapport à ça, sur le manque d'objectivité journalistique de la chose. Et un conseil qui a été créé, dont j'ai pas envie d'écorcher le nom, qui font vraiment de bon boulot. Le conseil de déontologie des médias, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Le conseil de déontologie des médias a décidé justement d'agir et de d'émettre un avis par rapport au travail d'Apolline de Malherbe en disant que son travail contrevenait à toute déontologie journalistique. Imagine par exemple qu'un tel conseil a un pouvoir de sanction, ça pourrait être hyper intéressant. On oublie aussi tout le pouvoir qu'ont les lanceurs d'alerte dans la société, je pense au cas Snowden, etc. Des gens qu'on oublie bien souvent mais qui ont contribué à faire avancer nos intérêts. Je pense aussi aux lanceurs d'alerte dans les entreprises. Oui, et du coup, excuse-moi, je te coupe, mais par rapport à ce que tu dis, du coup, qu'est-ce qui concrètement, dans ce qui est proposé par l'avenir en commun, changerait cette situation pour toi? Qu'est-ce qu'il y a comme proposition qui changerait qui éviterait que ça se reproduise des situations comme ça? Le contrôle des concentrations, par exemple, le fait de démanteler les grands consortiums de presse concrètement en faisant appliquer les lois en la matière, c'est une loi de 86 d'ailleurs qui est normalement une loi anticoncurrentielle qui concerne les médias, la faire appliquer concrètement parce qu'elle n'a pas été appliquée depuis 86 et c'est simplement quelque chose qu'il faudrait appliquer. On pourrait également repenser les modes de scrutin au niveau du CSA et élire plutôt les présidents de France Télévisions et de Radio France plutôt que passer par une désignation faite par le président de la République, ce dont je te parlais tout à l'heure par rapport à ses pouvoirs. Laisser au Conseil de déontologie des médias un pouvoir de sanction à l'égard de journalistes qui contreviendraient à leur travail de déontologie. Favoriser des coopératives de journalistes également, en faisant en sorte concrètement que ceux-ci puissent s'organiser avec leurs lecteurs pour orienter eux-mêmes leur ligne éditoriale, en étant totalement indépendants des actionnaires qui les possèdent. Il y a un point qui est intéressant aussi, je trouve, sur le fait de lutter, entre guillemets, de diversifier un peu la parole médiatique. Il propose d'attribuer des fréquences aux médias locaux et associatifs aussi, par exemple. Ça, je trouve ça intéressant, tu vois, d'éviter que ce soit toujours les gros médias qui trustent toute l'audience, quoi, entre guillemets. Ouais, complètement. Complètement. Ok. Tu as un dernier truc pour conclure ou est-ce qu'on passe au chapitre d'après? Je pense qu'on peut passer à la suite. Ok, ça marche. Désolé, mais c'est vrai que je vois que on va avoir du mal à faire ce qu'on s'est dit, honnêtement. C'est normal. Donc là, voilà, ça c'est une partie pour les gens du coup du chapitre 1, démocratie et institutions dont on a parlé. Il y a d'autres choses, on n'a pas le temps de tout dire, mais vous pouvez aller voir vous pouvez acheter le livre si ça vous intéresse. Et donc du coup, il y a un gros chapitre aussi qui est consacré à la sûreté et à la justice. Toi, du coup, qui a fait des études de droit, qui est bientôt avocat, il y a quel point, notamment dans les réformes judiciaires que propose la France Insoumise, qui te paraît important, sachant que ces dernières années, on a quand même entendu beaucoup de plaintes, j'ai l'impression, de la part des magistrats, des avocats, etc., sur la baisse des moyens dans la justice, que il y avait pas mal de choses qui étaient compliquées, il me semble. On n'a même jamais vu ça. On a un niveau de casse qui est quand même assez inédit. On a quand même eu 3000 magistrats, ce qui est à peu près la moitié de l'ensemble du corps de la magistrature, qui a décidé, bon an mal an, de dire ça va pas être signé une tribune. Et t'as quand même eu des gars aussi importants que le procureur général de la Cour de cassation qui ont exprimé leur inquiétude par rapport à l'état de la justice, alors que c'est des gens qui, j'allais dire traditionnellement, sont tenus à un certain devoir de réserve, quoi. Donc il y a quand même un constat qui est dingue. Et puis quand tu regardes aussi le budget qui est alloué à la justice, je crois que c'est 0,4% du PIB en France qui est alloué à la justice, qui est ridicule. Mais on dépense moitié moins en moyenne que les Allemands ou que les Espagnols au niveau de notre budget par habitant. Et ça se ressent en fait. Je me rappelle d'une époque où il manquait des rames de papier aux juges pour imprimer des trucs. T'as des procès, des procédures qui peuvent mettre 2-3 ans avant d'être écoutées.
est traité par les magistrats. Enfin bref, il y a un état de burn-out en fait incroyable au niveau de la magistrature. Ça, c'est juste le constat, mais je pense que c'est hyper important de le faire parce que c'est quand même censé être un de nos contre-pouvoirs principaux. Et au-delà de ça, la justice est quand même un pilier hyper important, y compris quand on parle par exemple de féminisme, que ce soit sur les questions du viol par exemple, ou d'autres questions de ce type qui, si elles ne sont pas traitées ou bien traitées par la justice et par la police, peuvent poser vraiment de gros problèmes, quoi. Enfin bref, voilà. Ouais, non, Je tenais juste à dire ça. d'accord. Il y a la question des délais hein, qui est souvent un objet Ouais, de critique sur la justice où les gens attendent très longtemps avant d'avoir leur jugement, etc. ouais, complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut traiter par rapport à la justice. Déjà, je pense qu'il est nécessaire de retrouver un débat un peu serein par rapport à la lutte contre la délinquance. Euh, on est dans un rapport dans un rapport à la justice qui est vraiment un rapport lié à la sanction, j'allais dire. On, dans un rapport de justice, pas dans un rapport de ce qu'on appelle la justice rétributive, qui est un concept de justice qui vise à la réinsertion, mais dans un concept de sanction pure et simple, qui produit de la délinquance, qui produit de la misère, qui produit des problèmes. Bah, Ce qu'il faut faire, Enfin, oui, pardon. sur cette question-là, honnêtement, alors moi là je regarde un petit peu, enfin j'ai lu cet après-midi le point sur la justice, et justement il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour rajouter des moyens à la justice, et ça irait dans le sens de de ce dont tu as parlé avant. Par contre, je vois pas vraiment je vois pas vraiment de changements qui sont portés par des propositions dans l'avenir en commun là, des changements sur justement ce que tu viens de signaler sur le champ où on sortirait d'une justice dite punitive quoi. Le seul point éventuellement là-dessus, c'est, je lis, respecter la dignité et les droits des personnes privées de liberté, en finir avec la surpopulation carcérale et assurer aux personnes détenues les moyens de se réinsérer dans notre société. À part C'est ta ça, réponse. pardon. C'est ta réponse. Ben On a besoin de non, mesures. enfin alors moi perso je suis Oui, en fait peut-être tu penses qu'il faudrait des bons voix, oui. là il propose juste que on vive mieux en prison, enfin en gros que les prisonniers soient mieux traités et qu'on leur propose des options de réinsertion. En attendant, ils sont quand même passés par la case prison, qui est quand même vue comme l'institution punitive. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, je vois pas d'autres propositions pareil, là-dessus. Justement, des propositions qui viseraient à dans un certain nombre de cas de petits délits ou de choses qui mettent pas en insécurité directement les gens, bah justement d'éviter la case prison et de passer par d'autres types de dispositifs. Ça, c'est pas porté dans le programme. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas lu. Et je trouve que c'est un peu un manque, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Bah écoute, pour moi, tu as des propositions qui sont parallèles, qui sont très concrètes, sur par exemple le trafic de drogue, tu vois, qui concerne quand même une grande partie des délinquants qui sont actuellement en prison. J'ai pas de stats qui me vient en tête à proprement parler, mais la légalisation du cannabis permettrait en très grande partie de régler pas mal de problèmes en termes de, par exemple, d'incarcération de dealers en la matière, tu vois. Et je pense que tu as quand même des politiques qui sont proposées en la matière. Peut-être pas là, mais en tout cas dans les anciens livrets programmatiques. Et je sais dans tous les cas que chaque chaque chapitre doit être précisé tôt ou tard par un livret programmatique. Ils ne sont pas tous sortis. Je crois que c'est fait exprès en termes de com. Ils en ont sorti deux. Ils en ont sorti un sur l'éducation et le deuxième est sorti aujourd'hui sur l'Europe. Tu vois. Donc je pense que ça va sortir. Mais je sais que dans les anciens, en tout cas, ils voulaient des politiques pénales, j'allais dire, en tout cas, beaucoup plus rétributives du sentiment que j'en avais. Et c'est quand même ce qui transparaît un minimum des mesures que tu viens de citer, notamment en termes de réinsertion. Alors oui, c'est vrai que tu peux passer par la case prison, effectivement, mais tout dépend aussi de la prison dans laquelle tu es. Est-ce que la prison dans laquelle tu es, c'est simplement un établissement carcéral fermé au monde, ou est-ce que c'est des prisons sur le modèle canadien ou les modèles suédois, par exemple, avec des prisons qui sont, par exemple, dans des endroits non isolés, qui permettent à des personnes de pouvoir sortir de la prison et de l'institut carcéral à proprement parler, pour ensuite pouvoir avoir un travail et rentrer du taf. C'est des choses qui sont très différentes, en fait, de la prison Ouais, qu'on connaît ouais. aujourd'hui.
Voilà, mais je pense que ça, c'est des choses qui doivent être précisées effectivement dans les futurs livrets. Mais moi, en tout cas, de ce que j'en sais de 2017, c'était beaucoup plus. Enfin, même de ce qui transparaît là, ça me paraît être plutôt lié vers de la justice rétributive. Enfin bref, soit. En fait, ce qui est intéressant, bon, c'est vrai que comme tu as dit, l'augmentation des moyens de façon significative. Il y a beaucoup à chaque fois aussi de choses qui transparaissent pardon, sur les Outre-mer, dont on n'a Oui, peut-être pas c'est parlé vrai. encore. C'est Tu vois. vrai, t'as raison, ouais. Et à chaque fois, tu remarqueras qu'il y a toujours quelque chose de spécifique par rapport aux Outre-mer qui est jamais mis dans les autres programmes. C'est vrai, t'as raison. Afin à chaque fois de parler de ces spécificités. Là, par exemple, on en parle, tu vois. Et Oui, ça sur montre- les Outre-mer, je te lis le point, si tu veux, je l'ai sous les yeux. Ouais. Il propose de garantir des sessions de formation, d'histoire, de géographie et d'enjeux locaux pour les magistrats non originaires dans les Outre-mer, par exemple. Ouais, exactement. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui est pas mal. Il n'y a pas que ça aussi en termes de protection de l'enfant. Je sais qu'ils ont une mesure sur les Outre-mer. Mais en fait, effectivement, sur chaque chapitre, il y a toujours un ou deux points qui sont liés spécifiquement à la situation des Outre-mer, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est Exactement. souvent un territoire, enfin des territoires qui sont complètement oubliés par les politiques. Généralement, ils y passent une fois pendant leur campagne pour serrer des mains et c'est tout quoi. Ça s'arrête à peu près là quoi. Ouais, complètement. Alors qu'en plus de ça, ils sont dans un état, j'allais dire, de déliquescence au niveau du service public qui est quand même assez avancé. Ça, il faut le dire, tu vois. Ils n'ont C'est pas du tout clair. les mêmes moyens que les métropoles. Enfin bref, ça m'énerve rien que d'en parler, tu vois. Mais Ouais, non, c'est clair. c'est quand même assez fou. Mais ouais, tu vois, tout ça pour dire que non, moi je pense qu'effectivement, il y a une remise de moyens financiers quand même considérable à remettre, en plus du recrutement de magistrats. Et il y a aussi une philosophie pénale qui est une philosophie du temps long. Mmh. Qui transparaît pas quand tu lis le programme comme ça à première vue, mais le fait par exemple de renforcer les droits à la défense et de permettre notamment la suppression des cours criminels sans durée, ça garantit dans une certaine mesure un temps beaucoup plus long à la justice, parce que si tu veux, tu as des crimes aujourd'hui qu'on essaie de faire sortir du système de juré populaire, qui a ses tares hein, et ses bénéfices, mais qui a au moins le mérite d'apporter une proximité avec la population par rapport au système de justice, de justice pénale, et de permettre à des pairs à des citoyens non magistrats de pouvoir s'exprimer sur des questions hautement sensibles. Ouais. Et qui ont trait à la justice qui, elle, est rendue au nom du peuple français. Et le fait de ne pas le faire, le fait de vouloir s'en soustraire, c'est aussi une question de logique financière, c'est de dire, on n'a plus la thune pour le faire, du coup, hop, ça dégage. Bien évidemment, il n'y a pas que pour ça, mais c'est une des principales raisons, ça dégage. On n'a pas le temps, pas les sous, on va faire en sorte que ce soit des magistrats pro qui se réunissent autour de la table, hop, ce mec a fait ça, tcha, on va éviter de trop rentrer dans les détails de la chose. C'est quelque chose qu'on remarque de beaucoup plus une accélération du temps pénal, là où parfois on a le droit pénal a besoin de temps, tu vois, par exemple. Et ça, c'est hyper concret aussi en termes de justice pénale, en termes de justice rétributive même, parce que ça permet d'éviter des erreurs judiciaires, ça permet de garantir les droits du justiciable de façon beaucoup plus importante aussi, en sachant que le droit est aussi rendu pour les justiciables et qu'il faut, parallèlement à cela, garantir le droit à la défense. Enfin bref, c'est hyper formel, ça paraît comme ça, ça paraît hyper formel, mais en réalité, c'est hyper concret. Voilà. Et puis, il y a des moments aussi où, bon, ça, je sais pas comment ça va se manifester, tu vois, mais quand on parle de lutter contre les impunités des agresseurs sexuels, concernant notamment les viols, je pense que là-dessus, il y a beaucoup de pressions qui sont faites par les mouvements féministes qui sont attachés à la FI. Et notamment, et ce par le biais notamment de Clémentine Autain, Oui. que je salue vraiment en la matière, qui a eu le mérite de vraiment introduire au sein de l'Assemblée les questions féministes comme jamais personne n'a pu les introduire auparavant, je pense. À part peut-être aussi, bien avant ça, Simone Veil et ainsi de suite, mais Clémentine Autain a cette qualité de replacer du débat féministe, là on le pensait oublié. Enfin voilà. Est-ce que tu as un autre point sur la justice où on peut passer à la police peut-être Ouais, carrément. Enfin, Si, peut-être juste sur, oui. sur antiterrorisme, Oui. rapidement, parce que
compte de pas mal de trucs par rapport Oui. à ça. J'ai pas envie d'en parler plus que ça, tu vois. Mais il y a quand même cette histoire d'état d'urgence dont il faudra tôt ou tard que... J'espère que tu feras un sujet là-dessus, même si c'est un sujet qui est emmerdant. Mais c'est quand même un sujet hyper important en termes de recul des libertés publiques, que ce soit par rapport à l'état d'urgence à proprement parler ou par rapport aux effets de la mise en commun du droit d'urgence, enfin de la mise sur le banc du droit commun du droit d'urgence, de l'état d'urgence, pardon. Je commence à fatiguer les V9 Ouais, je comprends. Mais Et, justement, ouais, là-dessus, ils ont proposé du coup un point. Donc, ils proposent de revenir sur toutes les dispositions liberticides qui ont instauré un état d'urgence permanent. C'est comme ça qu'ils le C'est ça. formulent dans le programme. C'est ça. En fait, ça passerait concrètement par des lois d'abrogation qui seraient faites dès le début. Ok, ouais, Voilà. c'est un peu ça l'idée. C'est ça. On passe à la police si ça te va. Ouais, vas-y. Ouais, en gros, juste pour résumer un peu sur la justice, j'ai pas lu tous les points, mais t'en as déjà très bien parlé. Et en gros, les deux choses qui reviennent principalement, c'est travailler sur mettre plus de moyens et aussi garantir plus d'indépendance pour la justice. En gros, enfin, c'est un peu les points qui reviennent. Si vous voulez voir les détails, je vous laisse aller les lire. Et donc, il y a aussi tout un sous-chapitre qui est consacré à la police. Ils ont appelé ça refonder une police républicaine. Alors moi j'avoue que j'ai abordé ce sujet, en fait avec un préjugé très négatif entre guillemets parce que moi je me situe plutôt dans un courant politique assez anti-flic si on peut dire ça et alors même si Mélenchon a beaucoup changé de position ces dernières années, pendant très longtemps il a quand même eu une position pas si éloigné du PS sur la police et la République, il faut défendre la police, etc. Il a beaucoup changé de position là-dessus ces dernières années, quand même. Et là, je dois avouer qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées dans ce chapitre, notamment des choses qui sont réclamées depuis longtemps par des associations de familles de victimes, etc. Il y a tout un tas de points qui sont mis sur le désarmement de la police. Donc interdire les tasers, les grenades de désencerclement, les LBD, les flashballs, tout ça. Sur les techniques d'immobilisation létale comme le plaquage ventral, la clé d'étranglement qui a tué pas mal de personnes ces dernières années comme ça. Mais aussi sur des techniques de maintien de l'ordre comme la technique de la NAS, donc c'est-à-dire d'enfermer un groupe de gens sur une place pendant parfois des heures, etc. Donc tout ça c'est des points qui proposent d'interdire ce genre de pratiques-là. Il y a aussi plusieurs points sur rallonger la formation et rajouter de la qualité à la formation des policiers. Ouais, si je peux juste me permettre un point là-dessus, vite fait d'ailleurs, parce que là Ouais. ça me vient tout de suite en tête, tu vois. Ça, c'est hyper scandaleux ce qui s'est passé par rapport à la police. On a été dans des grands effets d'annonce en fait par rapport à la police. Il y a une vidéo du Monde qui l'explique hyper bien d'ailleurs. Que je vais qu'il faudrait que je retrouve en fait. En gros, on est passé. En fait, on a voulu recruter vite des flics par rapport à ce qui s'est passé suite aux attentats Oui. du 15 novembre notamment. Il y a eu beaucoup de campagnes de recrutement, ouais. Exactement, un grand appel d'air qui a été fait par rapport à ça, avec des recrutements qui qualitativement ont été beaucoup moins bons. Une grande moyenne en termes de baisse de niveau, on va dire déjà. Là où il y avait que 2% d'admis, on est passé à 16%. On a eu 8 fois plus de personnes admis. Parce qu'on était obligé en fait d'admettre beaucoup plus de personnes, parfois avec des moyennes qui étaient inférieures à 8 sur 20. Après voilà, ça fait pas tout. Mais ça illustre quand même une baisse qualitative, en tout cas au niveau théorique, sur ce que sont censées être les forces de police. Les gardiens de la paix, parce que j'aime pas appeler ça les forces de police, ça incarne autre chose. Une baisse de la formation, déjà, on est passé de 12 mois en moyenne à 8 mois, ce qui est pas mal. Là où l'Avenir en commun propose de mettre une formation à 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, en sachant que si tu veux, un policier, concrètement, comment ça se passe quand il est formé? Un policier, normalement, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il fait entre 8 et 10 mois de formation théorique et il est sur le terrain pendant 12-14 mois. En réalité, tu as 70 à 75% des policiers qui sont envoyés en Île-de-France. Ce qui fait qu'en fait, mécaniquement, tous les autres policiers qui ne sont pas en Île-de-France
ils sont amenés à dégager ailleurs. En fait, c'est genre, souvent, c'est des personnes qui ont 10-15 ans d'expérience qui veulent partir de Paris parce que Paris a ses spécificités, c'est un peu pénible quand Comme t'es les profs, policier. quoi. Un peu. Ouais, exactement, c'est ça. Sauf que du coup, tu as beaucoup de policiers qui se retrouvent très peu encadrés, peu expérimentés, et qui parfois sortent de processus de recrutement qui sont quand même assez étranges, j'allais dire, en termes de sélection. Enfin, pas étrange, mais pas qualitatif en tout cas. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec beaucoup de problèmes. On se retrouve avec des policiers pas formés sur le terrain, qui se prennent pour des cow-boys, qui font absolument n'importe quoi et tout ça. Et rien que ça, c'est hyper important. Je ne veux pas partir dans des considérations électoralistes par rapport à la police, parce que souvent on dit ouais, mais en plus, tu vois, c'est un discours qui est souvent pas à la gauche de la FI, mais à la gauche de la gauche. Ouais. Ouais, mais les policiers, ils votent Front National, enfin Rassemblement National, l'extrême droite et tout ça, c'est vrai. C'est un électorat qui. Et c'est de plus en plus vrai d'ailleurs. Hein. Oui, Il y a, c'est il y a- il y a plus en plus une grosse tendance à voter de plus en plus à droite ces dernières années au sein de la police et de l'armée aussi d'ailleurs. complètement, mais on a besoin de la police pour beaucoup de raisons. On a besoin de la police pour démanteler des grands trafics, que ce soit des trafics d'êtres humains, que ce soit pour des raisons de proximité, mais on n'a pas besoin d'une police qui, par exemple, qui tue, quoi, tout simplement. Là, je reprends les termes de Poutou là-dessus, et je pense qu'effectivement, il y a une police qui tue, et je pense qu'il a raison de le dire. D'ailleurs, je comprends pas la polémique qui est autour de lui par rapport à ça. Il y a aussi un truc qui est souvent souligné sur le fait que la police, en fait, quand on veut porter plainte, on doit passer par un policier. Et que justement le fait que la police soit une institution très tournée à droite, avec du coup tout un tas de logiques de pensée qui sont propres à la droite, on se retrouve souvent avec des... Là tu as parlé des violences physiques, mais il y a aussi des violences morales qui sont faites quand on veut aller porter plainte. Notamment c'est beaucoup souligné par... les mouvements féministes sur les questions de violence conjugale ou en fait ou sur les questions de violence conjugale ou les questions d'agression sexuelle où en fait la moralité de la plaignante va être remise en question par les policiers où on va dire à quelqu'un que finalement elle aurait dû s'habiller autrement ou que faut quand même pas qu'elle porte plainte contre son mari sinon ça va lui ruiner sa vie, etc. Il y a aussi tout ça qui rentre en compte mine de rien et qui crée beaucoup de violence du quotidien et qui permet pas aussi que tout un tas d'enquêtes aillent au bout, notamment là-dessus. Et ça, c'est marrant parce que... Pardon, vas-y, dis-moi. je voudrais juste finir ma phrase là-dessus. Ça, pour moi, c'est le point manquant du programme. À moins que... Alors, je me dis que c'est peut-être dans justement la révision du contenu de la formation, mais comme c'est pas précisé, il n'y a pas de point spécifique concernant les violences conjugales ou les violences sexistes et sexuelles. Et je suis allé voir également dans le chapitre consacré à l'égalité, où il y a des parties sur l'égalité homme-femme, etc. Et c'est pas souligné aussi, et pour moi c'est un gros manque qui est quand même beaucoup appelé par les assos féministes depuis longtemps, qu'il y a un boulot à faire sur la police, quoi, là-dessus. Je pense qu'en fait, c'est multifactoriel, ce que tu disais. Hein. Oui, on le disait sur les aspects formation, mais déjà, quand tu passes de 1 an à 2 ans de formation, je pense que tu as beaucoup d'évolution en termes de prise en charge de personnes qui ont été victimes de violences, quelles qu'elles soient. Et que le contenu de la formation, forcément, est amené à évoluer, parce que tu as plus de formation. Donc, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Mais tu as aussi autre chose, quand tu as des policiers qui se sentent impunis au niveau hiérarchique aussi, par rapport à leurs agissements, on a besoin d'une réforme en profondeur de l'IGPN et de l'IGGN par rapport à ça, voire de supprimer ça, parce que c'est quand même des entités qui fonctionnent, ou en tout cas qui donnent le sentiment qu'elles sont de grandes blanchisseuses à policiers, et qu'elles n'ont pas le rôle qu'elles devraient avoir, qui est celle justement de permettre à des citoyens qui ont été victimes de violences policières, quelles qu'elles soient, de pouvoir se plaindre de ces violences ou parfois du mauvais accueil des policiers
ou des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui sont traitées très concrètement dans le programme. Ça, c'est vrai. Euh, J'ai le truc, je peux le lire si tu veux. Il propose du coup de supprimer l'IGPN et l'IGGN, effectivement, et de le remplacer par une autorité indépendante, incluant des magistrats, des universitaires, des citoyens, rattachés aux défenseurs des droits, remplaçant le service actuel, et lui octroyant une capacité de sanction disciplinaire propre sur les agents fautifs. complètement. Et puis, je voulais juste aussi ajouter ça sur la politique du chiffre qui fait faire des choses ridicules. Oui, C'est des policiers qui, plutôt que faire des investigations sur des cas concrets, parce qu'ils vont avoir des primes au rendement, etc., vont préférer faire de multiples, euh, travailler sur des infractions faciles, j'allais dire, infractions de stationnement, flagrant délit, etc., plutôt que traiter des enquêtes qui peuvent parfois être un peu plus complexes, prendre le temps de les écouter, etc., parce qu'une politique du chiffre aussi impose cela aux policiers. ouais. Il ne faut pas oublier que ceci a un effet délétère sur l'ensemble de la machine d'enquête sur les OPJ de façon générale. Les OPJ, pardon, les officiers de police judiciaire. Je trouve que ça aussi, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Ouais, c'est Mais tu vrai. l'as mentionné, le programme, moi, je le trouve assez complet là-dessus, voire même beaucoup plus complet qu'avant, dans la mesure où il prône l'interdiction du flashball. On a vu ce que ça fait pendant les Gilets jaunes, des tasers, des grenades de désencerclement. Et surtout, ça c'est un truc qui est prôné par Mélenchon depuis hyper longtemps, la recréation d'une police de proximité. Alors justement, Euh, si tu me permets juste là-dessus, Ouais. justement, ouais, il y a le fait. Alors, le rétablissement de la police de proximité, c'est adossé au démantèlement des BAC, donc les brigades anticriminalité, et des Braves Oui. M, c'est en gros les brigades motorisées qui sont en moto, quoi. Ça, moi perso, je pense que c'est une très bonne chose. Et enfin, ça, c'est quelque chose qui est demandé par toutes les associations qui travaillent sur les violences policières. Que ces corps-là spécifiquement sont toujours euh, pointés du doigt. Et donc de rétablir une police de proximité, ok. C'est quelque chose qui existe. Enfin, en fait, moi, si tu veux, j'ai un petit peu d'interrogation là-dessus parce que j'ai l'impression que la police de proximité, c'est le mot magique pour la gauche républicaine, tu vois. C'est-à-dire que ça a été mis en place, il me semble que c'était sous Jospin, si je dis pas de conneries. Ça a été Ouais, supprimé quelques années après sous Chirac, je crois, ou sous Sarko, je sais plus. Enfin, en tous les cas, ça a duré que quelques années. Et depuis, il y a en fait, toutes les candidats de gauche, en gros, sociodémocrates ou un peu plus engagés à gauche, en tout cas. C'est un consensus sur il faut plus de police de proximité. Et si tu veux, c'est un peu, ouais, j'ai l'impression que c'est un mot magique, comme si ça allait régler tous les problèmes. Et parce qu'en gros, on va dire, bah, on va mettre des flics qui ont l'habitude d'être dans des quartiers, donc ils connaissent la population, donc c'est pas tout à fait les mêmes relations. En attendant, ça reste des flics qui sont là avec un rapport à la loi, etc. Et parfois dans des situations où est-ce que ce serait pas plus pertinent, je sais pas moi, de mettre des dispositifs de médiation sociale, tu vois, ou des choses comme ça, en fait, qui seraient peut-être plus pertinents que juste changer l'uniforme des flics et son appellation, enfin. Je sais pas. Bah, Qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus? En même temps, si tu veux, l'établissement d'une police de proximité, il se fait pas tout seul. Il se fait pas sans la recréation d'un véritable dynamisme au niveau du tissu associatif local, sans la lutte contre la ghettoisation à proprement parler, par l'absence complète de services publics au sein de quartiers qui sont quand même relativement sensibles, défavorisés, parce que défavorisés. Euh, pour moi, si tu veux, la suppression des bacs, elle peut pas se faire sans laisser une police, quelle qu'elle soit, dans des quartiers qui sont quand même parfois dans des états de déliquescence au niveau délinquance qui sont quand même assez importants. Mais elle doit se mettre le rapport justement à la République pour les populations de ces endroits-là de sorte de façon très différente. On peut pas dire ouais, on va supprimer la BAC et puis en fait on va amener aucun service public, aucune police. C'est pas possible. Moi, je pense que justement, ce que tu peux dire, c'est on va rétablir des services de proximité, on va recréer du service public, on va recréer du budget pour les écoles, on va embaucher massivement dans du service public, on va recréer des politiques de formation, on va implanter énormément de travailleurs sociaux, de médiateurs sociaux, de gardiens d'immeubles, etc. dans ces endroits-là.
ça passe pas que par des politiques de coups de peinture, bien évidemment, ça va beaucoup plus loin. Mais tu rétablis aussi un rapport à l'ordre public, tout simplement, parce que c'est quand même une des fonctions régaliennes de l'État. Moi, je te cache pas que je suis républicain, que je suis très attaché pas forcément à la structure républicaine de la chose, mais en tout cas à la notion d'ordre public à proprement parler, et que cette notion-là passe inextricablement par un rapport beaucoup plus sain à la force publique, mais qui, pour moi, se fait forcément par le biais d'une police. Ça, je pense que c'est nécessaire. Après, une police de proximité, c'est quoi? C'est une police qui n'est pas forcément armée. C'est une police qui est à l'écoute de la population, qui, comme tu l'as dit, est pas dans une mission de force de l'ordre, mais vraiment dans une mission de gardien de la paix. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ok, merci d'avoir donné ton avis là-dessus. Juste un point technique, il est 22h21. On s'était dit qu'on arrêtait vers 22h30. Bon, là, on arrive à boucler deux chapitres. On était censé en faire 5 ou 6, mais bon. Je me doutais un peu que ça allait être chaud et en même temps, c'était intéressant, je pense. Écoute, moi, de toute façon, comme l'objectif c'est de gagner, on va en refaire. Hein. Enfin, voilà, j'allais te demander. Est-ce que tu auras envie qu'on en refasse peut-être d'autres pourquoi pas, hein, avec grand plaisir. Moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup parler de. En fait, les chapitres plein emploi, partage des richesses, ça m'intéressait beaucoup. Je sais pas, dans le chat, les gens, vous avez bien aimé ce format-là qui est le premier. Enfin, je pense parce que tu vois, bon, là, ça c'est un peu baissé vu l'heure, mais globalement, j'ai un total de viewers qui a été plus important que d'habitude tout le long, donc je pense que ça a plutôt plu. Est-ce que... Oui, il y a des gens qui disent oui dans le chat, donc cool. Et juste, moi je m'excuse pour mes incohérences par moment, je vous avoue que là, je suis un peu crevé, j'ai fait pour mon passe vaccinal ma 3e dose, et j'ai encore une petite fièvre qui est en train de passer. Merci d'avoir donné de ta personne vu le contexte. Peut-être que la prochaine fois on pourra se faire ça, et puis il y a l'Europe dont tu avais vraiment envie de parler aussi. Ouais, carrément, ouais. Donc on pourra en reparler. Est-ce que je sais pas là, avant vraiment de conclure tout ça, enfin avant vraiment de finir de couper le stream, est-ce que t'as un truc sur lequel que tu voudrais rajouter ou que on n'a pas trop le temps de dire dans le chat? Si vous avez peut-être des questions, si vous êtes arrivé en cours de route, vous avez l'impression d'avoir loupé quelque chose, ou n'hésitez pas non plus. Bah écoute, moi je sais pas s'il y avait des points particuliers, je sais que toi tu voulais parler du plein emploi, que tu voulais parler de ça. Moi c'est vrai qu'en fait ce qui est particulier au programme, c'est qu'il a une certaine cohérence, c'est que les sujets s'intriquent les uns avec les autres, si tu veux. Et que quand tu passes, par exemple, au sujet de la planification écologique, tu vas passer au sujet des défis qu'implique la bifurcation écologique et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, un coup tu vas parler d'écologie, un coup tu vas parler d'un peu de social, un coup tu vas parler d'énergie, un coup tu vas reparler de social, parce que tu vas avoir des recrutements qui vont être faits dans ces secteurs, des conversions d'emplois massifs, des créations d'emplois massifs qui vont se faire. Et je pense que c'est hyper important, enfin moi j'encourage vraiment les gens à acheter le programme s'ils le peuvent. Les 3 euros, c'est pas hyper cher de façon générale, et que c'est hyper important de saisir la cohérence du programme à proprement parler, d'aller checker des vidéos sur YouTube et de pas oublier que c'est quand même le programme le plus abouti, le plus complet, le plus soutenu aussi par les ONG de façon objective. Anticor soutient le programme, Oxfam le soutient, la plupart des ONG sont pro Union Populaire en termes de programme, en suivant que c'est le plus complet de tout, ce qui est quand même hyper important à souligner. Voilà, bon, ça c'était pour le côté pub aussi. Bah ouais. Mais c'est pas faire de la pub en fait. Quand j'en ai rien à foutre de faire de la pub, moi tout ce que je veux c'est qu'il y a un putain de programme de gauche qui arrive au pouvoir, qui soit un vrai programme de gauche, qui soit quand même hyper radical. Parce que moi je soutiens le fait que ce soit un programme hyper radical. C'est quand même un programme qui rompt avec la doxa, la doxa classique en fait, qui est instaurée sous la 5e, et qu'il faut pas l'oublier quoi. Notamment en termes de répartition des richesses. Ok. Ce qui est dur de ce qu'on fait. Et ce qui est dur de soutien à gauche, quand on est vraiment de gauche en tout cas. Et merci. En tout cas, je pense que tu as été... je sais pas si tu as convaincu des gens, mais en tout cas, moi je trouve que t'as bien articulé ton discours et tout. Donc t'as bien défendu tes convictions, donc ça c'est cool. Moi j'ai essayé d'être un peu plus
en retrait dans le sens où... Enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le live, c'est-à-dire que je pense que je vais voter Mélenchon, mais pas forcément avec la même adhésion que toi au programme non plus. Même si là, je dois avouer que en lisant, en fait, je me rends compte que en fait, c'est mieux que ce que je m'imaginais quand j'entends les responsables de la FI parler sur des interviews, etc. Ça va plus loin, effectivement, ça a le mérite quand on le lit. On se rend compte que ça va plus loin que ça, que c'est plus complet, que c'est parfois plus radical aussi. En fait, je me rends compte, j'ai l'impression que quand ils passent dans les médias, des fois, ils ont tendance à modérer leurs propositions. Quand même. Après, voilà, il y a certains points sur lesquels, justement, c'est pour ça que j'avais envie de parler des questions économiques, où j'ai l'impression que même si c'est hyper ambitieux sur certains points, voilà, moi je m'y retrouve pas complètement parce que je trouve que les bases du fondement capitaliste ils sont pas attaquées, mais ça c'est une autre question. Peut-être que ça sera dans un second temps, etc., etc. En tout cas, voilà. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, je tenais juste à dire ça d'ailleurs par rapport à la gauchisation du programme, selon ce que j'ai beaucoup entendu de ce qu'on a dit dans le débat. Ouais. Faut dire aussi que les bases se sont clarifiées. Hein. Il y a eu le départ de mecs comme Kuzmanovic. Mhm. Moi, je vais être honnête avec toi. Au début, quand je militais, pour en revenir rapidement à ça, il y avait des mecs avec qui je militais qui étaient pas, enfin avec qui je même pas forcément milité, quoi, tu vois, parce qu'ils avaient des positions sur l'immigration, sur la laïcité que je partageais pas du tout et qui pour moi n'étaient pas de gauche en fait. Tu vois, et il y avait quand même des gens au sein de la FI qui étaient hyper ambigus, il faut le dire. Je pense qu'il y a et je pense que ça, tu vois, tout à l'heure, on faisait une grosse critique de la verticalité, mais je pense que sans verticalité, ces gens ne seraient jamais partis. Bah, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant. J'ai l'impression qu'il y a eu un tournant aussi au moment où il y a Mélenchon et d'autres insoumis, des députés, etc., qui sont allés manifester à la marche contre l'islamophobie. J'ai l'impression qu'il y a eu un tournant à ce moment-là, où jusque-là, il n'y avait pas eu de position publique forte, je trouve, des insoumis sur les questions, justement, avec la montée de l'utilisation par une certaine gauche qui est plutôt de droite et toute la droite de la laïcité. Mais en fait, quand ils parlaient de laïcité, c'était juste pour stigmatiser les musulmans. Et il y a eu toute une partie de la gauche qui a été assez amorphe là-dessus, ou même qui a participé assez joyeusement à tout ça. À ce moment-là, la France Insoumise, je trouve, a bien réagi et a justement levé les ambiguïtés dont tu parlais, qui étaient moins explicites. Enfin, moi, typiquement, je trouve les positions sur tout un tas de sujets de société, je préfère les positions de la France Insoumise d'aujourd'hui que de celles de 2017, quoi, clairement. Ouais, complètement. Y compris en termes d'immigration et tout ça, moi je me suis beaucoup éveillé par rapport à ces questions. Si je devais dire un peu le parcours sur mon évolution là-dessus, tu le sais, hein, j'étais pas très sensible à ces questions-là. Et maintenant je suis beaucoup plus, tu vois. Et effectivement, là-dessus, il y a un grand gap entre ce qu'ils disaient avant et ce qu'ils disent maintenant, ne serait-ce qu'en termes de création de couloirs humanitaires et des trucs comme ça, tu vois. Donc, Yes. Bah, je te propose qu'on finisse à peu près là-dessus. Merci d'avoir donné 3 heures de ton temps. Et puis peut-être à bientôt, du coup, si tu as envie de repasser. Je suis juste super déçu et désolé aussi vis-à-vis de toi de pas avoir enregistré la première partie de l'émission parce que du coup, bah, elle passera pas sur YouTube. Et oui, non, mais honnêtement, je trouve. Moi, j'étais assez content de la qualité des échanges, bah, surtout le long, mais sur la première partie aussi. Et bon, écoute, c'est un petit égarement de ma part, voilà. Je précise juste là pour les gens du coup qui sont encore là, bah n'hésitez pas, voilà, une dernière fois je fais un coup de pub moi aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Je vais mettre tous les liens là dans le chat dans 2 secondes. Et puis petite annonce aussi, juste en règle générale je stream tous les mardis soirs à peu près de 19h, 19h30 jusqu'à 22h30, 23h à peu près dans ces eaux là. Exceptionnellement pour les 2 prochaines semaines il n'y aura pas de live parce que en fait je suis en déplacement, je pars en vacances, voilà, donc je pourrai pas stream, et puis en revenant voilà, je vais essayer de refaire ça, et j'aimerais bien rendre régulier le fait d'inviter des gens sur la chaîne,
pour parler de... Donc voilà, quelqu'un comme Mehdi qui vient pour porter un programme, défendre un discours politique. Si vous faites partie d'un autre parti ou que vous militez pour un autre parti, que vous avez envie de venir faire la même chose, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter, Facebook ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, on pourra en discuter en message privé, tout ça. Si vous militez dans l'associatif, si vous avez ouvert un squat un jour, si vous faites du collage féministe ou je ne sais quoi, et que vous avez envie d'en parler aussi, n'hésitez pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien envie de faire aussi pour aussi déjà faire connaître les luttes qui existent, et puis donner envie à des gens qui pourraient peut-être juste être auditeurs ou auditrices de passer aussi à l'action de la manière qui leur semble le mieux. Voili voilou, je vous ai mis tous les liens dans le chat. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Voilà. Mehdi, tu veux rajouter un petit truc ou c'est bon? Non, merci beaucoup à toi, camarade Baptiste. Et puis écoute, j'espère que voilà. On n'aura pas parlé de l'Union populaire, de la primaire populaire, c'est peut-être mon seul regret. J'aurais bien voulu en parler, mais on en reparlera. J'avais peur que ce soit un point qui prenne beaucoup de temps, mais écoute, on pourra refaire une émission une deuxième fois, ouais. Ouais, complètement. Et que celle-là a plutôt bien marché, donc pourquoi pas. Ouais, complètement. Ok. Allez, en tout cas, merci beaucoup pour son invitation, c'était super. Bonne soirée à toi. Merci, salut. Bonne soirée.